L'esprit est comme une pièce sombre. Si tu n'allumes pas la lumière, tu te cognes partout. Mais quand tu l'allumes, tu comprends que le problème n'a jamais été le monde, mais ton manque de clarté intérieure. C'est ainsi que fonctionne la vie. Ce que tu ne maîtrises pas en toi finit par te dominer à l'extérieur. La maîtrise intérieure n'est pas un concept philosophique pour les gens éclairés. C'est un outil pratique. C'est la différence entre réagir comme tout le monde ou agir avec précision. Entre te perdre dans le bruit ou rester calme quand les autres craquent. Entre être emporté par tes émotions ou les transformer en ton avantage. Les stoïciens avaient bien compris que celui qui contrôle sa réaction contrôle son destin. Le calme n'est pas passivité, c'est stratégie. La patience n'est pas attendre, c'est comprendre le moment exact pour bouger. La perception claire n'est pas un ornement, c'est une arme qui tranche la confusion. Tout cela se travaille et tout commence à l'intérieur. Cette vidéo est pour cela, pour t'enseigner 8 leçons qui s'appliquent tous les jours, dans des situations réelles, avec des problèmes réels, avec des personnes réelles. Nous n'allons rien idéaliser, nous allons droit au but. Si tu veux la paix, la clarté et l'alignement avec l'ordre naturel des choses, tu dois d'abord maîtriser ton monde intérieur. C'est ici que commence cet entraînement. Et si tu continues, tu ne vas pas seulement le comprendre, tu vas ressentir ce changement de l'intérieur. 1. Maîtrise. Ta réaction, avant que le monde ne te domine. Une étincelle peut enflammer une forêt entière, mais elle peut aussi s'éteindre entre tes doigts si tu sais la gérer. Les émotions fonctionnent de la même manière. Le problème n'est pas l'étincelle, mais ce que tu fais à l'instant précis où elle apparaît. Ce moment minime, presque invisible, définit si tu gardes le contrôle ou si ton monde prend feu sans que tu puisses l'arrêter. La maîtrise intérieure commence là, dans ce microseconde où l'esprit décide s'il réagit ou répond. La plupart se laissent emporter par l'impulsion et se demandent ensuite pourquoi leur vie ressemble à un champ de bataille. Maîtriser ta réaction ne signifie pas te réprimer, ni prétendre que rien ne t'affecte. Il s'agit d'agir à partir de la clarté et non de l'explosion émotionnelle. Une personne qui ne maîtrise pas sa réaction est comme quelqu'un qui essaie de conduire une voiture sans main, en espérant simplement que le véhicule ne se déraille pas et la vie ne fonctionne pas ainsi. Tout ce que tu ne contrôles pas en toi cherchera à se manifester à l'extérieur, et quand cela se produit, il apparaît de la manière la plus inconfortable possible. Le stoïcisme le rend clair encore et encore. Tu n'as pas de pouvoir sur ce qui se passe, mais tu as le pouvoir sur la façon dont tu décides de l'affronter. C'est la base de toute force mentale. Celui qui maîtrise sa réaction peut naviguer au milieu du chaos sans devenir une partie du chaos. Et c'est ce que la plupart ne comprennent pas. Ils pensent que réagir rapidement est du courage, alors qu'en réalité, c'est un manque de maîtrise. La vraie force est de freiner l'impulsion et d'observer ce que tu ressens sans le transformer en ton identité. Lorsque tu maîtrises ta réaction, tu prends automatiquement une position d'avantage. L'autre partie perd du pouvoir parce qu'elle ne peut plus contrôler ton état émotionnel. En retour, tu récupères du terrain parce que tu ne donnes pas ton énergie à tout ce qui frappe à ta porte. Ce n'est ni faiblesse ni froideur, c'est de la stratégie émotionnelle. Un esprit qui se contrôle n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit, car sa seule présence communique l'autorité. Mais maîtriser ta réaction n'est pas facile. Cela nécessite un entraînement quotidien. Cela nécessite de t'arrêter même quand tout en toi veut répondre avec force. Cela nécessite de comprendre que ta première réaction n'est presque jamais ta meilleure réponse. L'émotion initiale n'est que le reflet du conditionnement que tu as traîné pendant des années. Ce qui compte, c'est ce que tu fais ensuite, quand tu respires, observes et choisis à partir d'un niveau de conscience plus élevé. Mettre cela en pratique signifie appliquer de petites actions répétées jusqu'à ce qu'elles deviennent naturelles. Quand quelqu'un te dit quelque chose d'offensant, avant de répondre, demande-toi « Qu'est-ce que ma vie gagne si je réagis à partir de l'émotion ?» La réponse est presque toujours rien. Une autre pratique efficace est de reconnaître l'intensité de ce que tu ressens et de la nommer en silence. Dire intérieurement « c'est de la frustration » réduit déjà son poids.
Tu peux aussi entraîner ta respiration, car le corps veut toujours courir avant de penser. Si tu maîtrises ta respiration, tu maîtrises ta réaction. Tu t'irrites moins, tu réponds mieux, tu penses plus clairement, tu ressens moins le besoin de prouver quelque chose à n'importe qui. La vie cesse de se sentir comme une attaque constante parce que la force n'est plus à l'extérieur, mais en toi. Et le plus intéressant, c'est que les gens commencent à te traiter différemment. Non pas parce qu'ils changent, mais parce que tu as cessé d'être quelqu'un de facile à provoquer ou à manipuler. Maîtriser ta réaction est la pierre angulaire de la maîtrise intérieure. C'est le premier pas pour que le monde cesse de te pousser vers des endroits que tu ne veux pas. Lorsque tu décides comment agir, rien ni personne ne te tire. Tu deviens quelqu'un qui avance avec assurance, qui pense clairement et qui a une présence qui se ressent même en silence. 2. Trouve le calme au milieu du bruit. L'esprit ressemble à un lac. Quand l'eau est agitée, tu ne peux pas voir le fond, tu ne vois que la distorsion. Mais quand le lac se calme, la profondeur apparaît et tout devient clair. La plupart des gens vivent avec un esprit qui ressemble à un lac turbulent qui réagit au moindre vent. N'importe quel commentaire, bruit, situation ou geste extérieur les perturbe et ils perdent leur clarté. Et un esprit sans clarté est un esprit sans direction. C'est pourquoi trouver le calme au milieu du bruit n'est pas une compétence optionnelle, c'est une stratégie vitale pour penser, agir et avancer intelligemment. Les gens pensent que le calme arrive quand le monde se répare, mais le monde ne se répare jamais complètement. Il y aura toujours du bruit, de la pression, des problèmes et de l'incertitude. Attendre que l'environnement soit parfait pour ressentir le calme, c'est te condamner à vivre perturbé la plupart du temps. Le stoïcisme enseigne que le calme ne dépend pas de l'extérieur, mais de la façon dont tu entraînes ton intérieur. Ce n'est pas le silence autour, c'est le silence à l'intérieur. Ce n'est pas l'absence de bruit, c'est apprendre à ne pas laisser le bruit pénétrer ton centre. Trouver le calme au milieu du bruit signifie garder ton esprit stable, même quand tout autour de toi essaie de te sortir de ton propre axe. Et cette stabilité naît de 3 choses, une perception claire, une respiration consciente et une distance émotionnelle. La perception claire te permet de voir la réalité sans que les émotions la déforment. La respiration consciente régule ton corps pour qu'il ne réagisse pas avec désespoir. La distance émotionnelle te rappelle que tout ne mérite pas ton énergie ni ta participation. Souvent, le bruit externe n'a de pouvoir que parce qu'il coïncide avec un bruit interne que tu n'as jamais travaillé. Si quelqu'un te critique et que cela te touche trop, c'est parce que cette blessure existait déjà en toi. Si quelque chose de petit te frustre, c'est parce que tu portais déjà une tension accumulée. Le calme ne se construit pas à l'extérieur, il se construit en affrontant et en désactivant ces bruits internes qui te sabotent. Chaque fois que tu choisis d'observer ce que tu ressens au lieu de te laisser emporter par cela, tu augmentes ta capacité à rester en paix même quand le monde crie autour de toi. Il est également important de comprendre que le bruit n'est pas toujours externe. Parfois, le bruit le plus destructeur est ton propre dialogue interne. Pensées répétitives, suppositions, exagérations, scénarios imaginaires qui n'arrivent jamais. L'esprit peut devenir son propre ennemi si tu ne l'entraînes pas. C'est pourquoi, lorsque tu cherches le calme, n'essaie pas de contrôler ce qui se passe à l'extérieur. Essaie de contrôler ce que tu te dis à propos de ce qui se passe à l'extérieur. C'est le véritable point de basculement. Pour construire ce calme dans la vie quotidienne, il existe des pratiques simples mais puissantes. Quand quelque chose te perturbe, arrête-toi quelques secondes avant de répondre, même si c'est inconfortable. Quand tu ressens du bruit mental, concentre-toi sur ta respiration pendant quelques instants pour que ton corps n'escalade pas vers le stress. Quand tu reçois des critiques ou des problèmes inattendus, observe-les comme si tu étais un tiers qui évalue la situation à distance. Et quand tu sens que le bruit te dépasse, rappelle-toi une phrase stoïcienne essentielle. « Ce qui est hors de mon contrôle ne mérite pas mon tourment. » Avec le temps,
tu commences à remarquer un changement profond. Ce qui t'affectait auparavant te draine moins. La pression ne te brise plus. Les personnes qui essaient de te provoquer n'ont plus d'effet. Et le plus important, tu commences à prendre de meilleures décisions parce que tu n'agis plus à partir de la confusion, mais à partir de la clarté mentale. Ce calme devient ton bouclier et ton avantage. Alors que les autres réagissent, tu réfléchis. 3. Accepte le temps comme ton allié. Le temps ressemble à une rivière qui ne s'arrête jamais. Tu peux lutter contre le courant, t'épuiser, perdre de la force et sentir que tu n'avances pas, ou tu peux apprendre à te déplacer avec lui et laisser son élan te porter plus loin. La plupart des gens luttent contre la rivière, essaient de forcer le rythme de la vie, exigent que tout se passe maintenant, veulent des résultats immédiats, une clarté immédiate, des réponses immédiates. Et cette confrontation constante avec l'inévitable ne crée que de la frustration. Accepter le temps comme un allié signifie arrêter de lutter contre sa vitesse et commencer à collaborer avec son mouvement. L'impatience est l'une des formes les plus subtiles d'autodestruction. Elle te fait croire que tu es en retard même quand tu avances, elle te fait penser que ta vie fonctionne moins bien qu'elle ne fonctionne réellement. Elle te force à te comparer au temps des autres et te convainc que si quelque chose n'arrive pas rapidement, alors il ne se passe rien. Le temps ne travaille pas selon les règles de l'ego, il travaille avec les règles du processus. Et celui qui ne respecte pas le processus finit par vivre avec de l'anxiété déguisée en urgence. Les stoïciens le comprenaient de manière brutalement claire. Le temps ne se contrôle pas, il s'observe. Le temps ne se force pas, il se rythme. Le temps ne s'exige pas, il s'utilise. Tout ce qui est vraiment important a besoin de maturité. Le calme a besoin de répétition. La force a besoin d'épreuves. La clarté a besoin d'espace. La sagesse a besoin d'expérience. Rien de solide ne grandit de la désespération. Tout ce qui vaut la peine grandit de la patience intelligente, de cette patience qui n'est pas passive, mais stratégique. Accepter le temps comme un allié signifie également comprendre que chaque retard a une fonction. Chaque attente est un outil et chaque pause apparente façonne quelque chose en coulisses. Mais l'esprit humain déteste ce vide, déteste ne pas savoir, déteste ne pas contrôler le rythme. C'est pourquoi il te fait croire que si tu ne cours pas, tu perds. Cependant, c'est dans les moments où rien ne se passe que tu grandis le plus sans t'en rendre compte. Là, ton caractère se renforce, ta perception s'affine et ta sensibilité au processus s'améliore. Le problème est que nous vivons entourés de vitesse artificielle. Tout bouge vite, les gens veulent tout rapidement, le système pousse tout le monde à vivre vite. Et cette vitesse finit par briser la capacité d'observer. Parce que sans observation, il n'y a pas de clarté. Sans clarté, il n'y a pas de bonne décision. Et sans bonne décision, il n'y a pas de direction. Accepter le temps comme un allié signifie récupérer le droit de te déplacer à un rythme conscient, non impulsif. Cela signifie arrêter de réagir à l'exigence externe pour commencer à agir à partir de ta propre intelligence interne. Les personnes les plus sages ne sont pas celles qui courent, ce sont celles qui savent quand avancer, quand attendre et quand s'arrêter pour observer. L'impatience génère des erreurs, des décisions maladroites, des mots inutiles et des mouvements désespérés. La patience stratégique, en revanche, transforme chaque moment en une opportunité de voir plus, de comprendre plus et d'agir mieux. Tu décides quelle attitude adopte ta vie. Tu décides si tu t'épuises contre la rivière ou si tu permets à son courant de t'aider. Pour entraîner cette acceptation du temps dans la vie quotidienne, tu peux appliquer des exercices simples. Quand quelque chose n'arrive pas au moment où tu le souhaites, demande-toi: quelle partie de moi est en train de désespérer? La réponse a presque toujours plus à voir avec la peur qu'avec la réalité. Quand tu ressens l'urgence de forcer les résultats, rappelle-toi que la plupart des erreurs graves naissent de décisions précipitées. 4. Transforme les obstacles en direction. Le chemin de la vie fonctionne comme un terrain rempli de rochers. Tu peux rester immobile en maudissant chaque pierre qui apparaît devant toi, ou tu peux utiliser ces mêmes pierres pour construire le pont qui te mènera plus loin.
La différence entre quelqu'un qui stagne et quelqu'un qui avance ne réside pas dans les obstacles qu'il rencontre, mais dans le sens qu'il leur donne. Tu ne choisis pas ce qui se présente sur ton chemin, mais tu choisis si cela t'arrête ou te guide, et ce choix change tout. La plupart des gens voient les obstacles comme des punitions ou des signes que quelque chose a mal tourné. Le stoïcien voit quelque chose de différent. Pour lui, l'obstacle n'est pas un ennemi, mais une information. C'est un message direct du monde, lui indiquant où il doit renforcer son esprit, ajuster son comportement ou élever sa perception. Lorsque tu rejettes cette information, tu souffres. Lorsque tu la prends au sérieux, tu évolues. Chaque difficulté devient une carte si tu sais la regarder sans te victimiser. Transformer les obstacles en direction ne signifie pas romantiser la douleur ni célébrer ce qui fait mal. Cela signifie comprendre qu'il y a derrière chaque blocage une opportunité précise pour développer quelque chose qui te manque encore. Si tu as du mal à poser des limites, la vie t'enverra des personnes qui franchiront ces limites. Si tu as du mal à avoir confiance en toi, la vie te donnera des situations où ta seule option sera de dépendre de ton jugement. Si tu as du mal à garder ton calme, des scénarios seront créés pour tester ta stabilité interne. Ce n'est pas une injustice, c'est un mécanisme. La vie te forme en utilisant tes propres points faibles comme matière première. Ce qui différencie un esprit fort d'un esprit faible n'est pas l'absence d'obstacles, mais la capacité à les réinterpréter. L'esprit faible dit « cela m'arrête ». L'esprit fort dit « cela me réoriente ». Et cette simple réorientation change l'énergie avec laquelle tu affrontes la situation. Un problème t'épuise quand tu t'y opposes, mais te stimule quand tu l'utilises comme guide. L'obstacle cesse de te bloquer quand tu comprends pourquoi il est apparu. La clé est que tu ne peux pas transformer un obstacle tant que tu le regardes avec émotion. Tu as besoin d'une perception claire. Quand quelque chose te frappe, la réaction automatique est toujours la confusion, la frustration ou la colère. Mais quand tu respires, observes et demandes « qu'est-ce que cela essaie de m'apprendre ?», ton esprit passe de la plainte à la stratégie. Et c'est là que tu trouves la direction. Le bruit diminue, la clarté augmente et tu commences à voir des routes qui étaient auparavant cachées par ta réaction émotionnelle. Cela demande aussi du courage, parce que souvent, la direction révélée par l'obstacle pointe vers des zones inconfortables. Parfois, cela signifie que tu dois quitter une relation qui te vide. Parfois, cela signifie que tu dois faire face à une vérité interne que tu as ignorée pendant des années. Parfois, cela signifie que tu dois abandonner de vieilles habitudes qui te freinent. Transformer les obstacles en direction est un acte d'honnêteté brutale envers toi-même. Tu ne peux pas avancer si tu te mens. En pratique, tu l'appliques en observant chaque blocage avec une question fondamentale. Quelle version de moi est en train de se former grâce à cela? Cette question change ta perspective. Elle te sort de la douleur immédiate et te mène à la croissance inévitable. Elle te force à regarder plus loin que le problème actuel. Elle te rappelle que les versions les plus fortes des personnes naissent toujours de l'autre côté de leurs obstacles les plus compliqués. Lorsque tu intègres cette philosophie, quelque chose de surprenant se produit. Tu commences à ressentir moins de résistance face aux difficultés. Tu arrêtes de prendre tout comme une attaque personnelle. Tu ne sens plus que la vie est contre toi. 5. Corrige ton intérieur pour ordonner ton extérieur. Le monde extérieur fonctionne comme un miroir brisé. Chaque fragment reflète une partie différente de toi, certaines claires, d'autres déformées. Tu peux passer ta vie à essayer de corriger le miroir, à accommoder les gens, à changer les circonstances, à ajuster les scénarios, mais rien ne semblera net tant que le reflet interne sera désordonné. Essayer de réparer la vie sans d'abord réparer l'esprit est comme nettoyer le verre d'une fenêtre tout en ignorant que la saleté est du côté intérieur. L'erreur la plus courante est de croire que le chaos vient de l'extérieur. Les gens pensent que leur vie serait parfaite s'ils changeaient d'environnement, si les gens agissaient différemment, s'il y avait moins de problèmes, moins de pression, moins de bruit. Mais ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Ton extérieur est une conséquence.
pas une cause. La cause principale est toujours ton interprétation, ton filtre interne, ta perception contaminée ou propre. Deux personnes peuvent vivre la même situation, mais réagir de manière totalement différente parce qu'elles ne voient pas du même lieu interne. Les stoïciens répétaient que nous ne souffrons pas de ce qui nous arrive, mais du jugement que nous faisons de ce qui nous arrive. Et ce jugement naît du désordre intérieur. Si ton esprit est plein de blessures, tu interprètes tout comme une attaque. S'il est plein de peur, tu interprètes tout comme une menace. S'il est plein d'attentes, tu interprètes tout comme une déception. Mais s'il est ordonné, même la difficulté arrive sans te détruire parce que tu ne lui donnes plus de forme que celle qu'elle a réellement. Corriger ton intérieur ne signifie pas devenir parfait. Cela signifie devenir conscient. Cela implique de cesser de réagir à partir de vieux schémas qui ne te servent plus, de cesser de blâmer l'extérieur pour ce qui n'est désordonné qu'en toi, de cesser d'agir à partir d'émotions qui ne naissent même pas dans le présent, mais dans des expériences passées non résolues. L'esprit sans ordre fonctionne en automatique. L'esprit corrigé fonctionne avec intention. Quand tu corriges ton intérieur, tu commences à remarquer des signaux qui passaient auparavant inaperçus. Tu comprends pourquoi certaines situations te perturbent et d'autres non. Tu identifies des émotions qui auparavant te contrôlaient sans que tu t'en rendes compte. Et quelque chose d'important se produit. Ton extérieur commence à réagir différemment. Non pas parce que le monde change, mais parce que ton énergie change. Les gens perçoivent ta stabilité et agissent en conséquence. La vie cesse de se sentir comme un ennemi parce que ta perception cesse de la transformer en un. La clé pour ordonner l'intérieur est d'observer sans te justifier. Reconnaître tes points faibles sans te victimiser. Accepter tes défauts sans te noyer dans la culpabilité. Te regarder avec la même froideur et honnêteté avec laquelle tu regarderais une machine qui a besoin d'ajustement. Quand tu prends les choses personnellement, il est impossible de te corriger. Mais quand tu t'observes comme quelqu'un qui peut s'améliorer, ton changement a déjà commencé avant même que tu t'en rendes compte. Il y a des pratiques concrètes qui rendent cela possible. L'une d'elles est de questionner chaque émotion intense en demandant « Quelle partie de moi a réagi ainsi ?» Cette question expose l'origine réelle du désordre. Une autre pratique est de séparer les faits des interprétations. Quand quelque chose te dérange, écris ce qui s'est passé, puis écris ce que tu crois que cela signifie. Tu verras que ton interprétation est souvent le véritable problème. Tu peux aussi pratiquer la discipline de ne pas répondre au moment maximum d'émotion. Ce petit délai crée suffisamment d'espace pour choisir une réponse plus intelligente. Avec le temps, ce travail interne produit des changements externes visibles. Tu deviens plus sélectif avec ce que tu permets d'entrer dans ta vie. Tu laisses partir les personnes qui ne correspondent qu'à ta version désordonnée, pas à ta version corrigée. 6. Garde ton sang-froid dans le conflit. Le conflit fonctionne comme la chaleur du feu. La plupart s'approchent sans préparation et finissent par se brûler, mais celui qui comprend la nature du feu sait qu'il n'est pas là pour le détruire, mais pour tester sa trempe. Le conflit révèle de quoi tu es fait, montre la structure de ton caractère et dévoile ta véritable discipline intérieure. Tu peux l'utiliser pour perdre la tête ou pour aiguiser ta force mentale. Le sang-froid ne s'entraîne pas en temps de calme, il s'entraîne lorsque la pression veut te briser. Garder son sang-froid ne signifie pas rester silencieux ni permettre des injustices. Cela signifie que tu ne livres pas ton centre émotionnel à chaque situation qui devient inconfortable. Les personnes qui se perturbent rapidement échouent rapidement parce qu'elles perdent leur clarté au moment où elles en ont le plus besoin. L'esprit qui perd son sang-froid s'embrouille, exagère, interprète mal, suppose trop et prend des décisions qui compliquent ce qui était déjà compliqué. C'est le piège. Le conflit ne te vint pas. Ta réaction incontrôlée, oui. Les stoïciens comprenaient que le sang-froid est une forme d'autorité. Lorsque tu maintiens ton équilibre émotionnel alors que d'autres le perdent, tu montes automatiquement de niveau.
non pas parce que tu es meilleur, mais parce que tu opères à partir d'un état mental supérieur. Le calme ferme dans un conflit génère une présence qui déstabilise n'importe qui. Les gens s'attendent à ce que tu exploses, que tu te défendes impulsivement, que tu perdes le contrôle, car c'est le schéma habituel. Lorsque tu ne le fais pas, tu récupères du pouvoir sur le champ. Le conflit est aussi un miroir. Il te montre ce qui t'irrite, ce qui te fait mal, ce qui te déclenche, et quelles blessures internes tu n'as pas encore travaillées. C'est pourquoi garder son sang-froid n'est pas seulement une stratégie externe, c'est un entraînement spirituel. La véritable bataille n'est pas contre la personne en face de toi, mais contre la partie de toi qui veut réagir à partir de l'ego, de la blessure, de l'histoire que tu traînes. Si tu gagnes cette bataille interne, tu as déjà gagné tout le reste. La clé est de ne pas prendre le conflit comme une attaque personnelle. La plupart coulent parce qu'ils interprètent chaque désaccord comme une menace pour leur valeur. Mais le conflit n'est pas là pour t'insulter. Il est là pour t'enseigner. Chaque discussion te révèle un point aveugle. Chaque provocation te montre une faiblesse. Chaque affrontement te signale une zone où ton maîtrise intérieure n'est pas encore complète. Si tu le vois sous cet angle, le conflit cesse d'être un ennemi et devient un gymnase mental. Pour garder ton sang-froid, tu as besoin d'entraîner 3 compétences. Premièrement, contrôler ta respiration. Le corps veut toujours répondre avant l'esprit. Si tu régules ta respiration, tu peux freiner cette urgence biologique qui te pousse à réagir impulsivement. Deuxièmement, séparer les faits des interprétations. Ce qui se passe est une chose, ce que tu crois que cela signifie en est une autre. Le conflit devient gigantesque à cause de l'interprétation, pas à cause du fait en lui-même. Troisièmement, choisir ta réponse, pas ta réaction. La réponse naît de la clarté, la réaction naît du chaos. Pratiquer cela quotidiennement transforme ta présence. Quand quelqu'un te crie dessus et que tu ne perds pas le contrôle, ta stabilité pèse plus que son volume. Quand quelqu'un essaie de te manipuler et que tu ne bouges pas émotionnellement, son jeu perd son sens. Quand quelqu'un cherche à te sortir de ton centre et n'y parvient pas, son influence sur toi disparaît. Garder son sang-froid est une manière silencieuse de dire « tu n'as pas de pouvoir ici ». Avec le temps, tu découvres quelque chose d'important. Tu n'as pas besoin de gagner chaque discussion. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de prouver ta valeur au milieu du conflit. Le sang-froid fait le travail pour toi. 7. Alignez votre volonté avec le destin. La vie ressemble à un train en mouvement. Vous pouvez monter à bord et avancer dans sa direction, ou vous pouvez rester sur les rails en essayant de l'arrêter avec vos mains. La plupart des gens font la deuxième chose. Ils luttent contre l'inévitable, se disputent avec le rythme naturel de la vie, insistent pour contrôler ce qui n'a jamais dépendu d'eux et finissent écrasés par la même résistance qu'ils ont créée. Aligner votre volonté avec le destin ne signifie pas abandonner. Cela signifie arrêter de pousser contre ce qui est déjà en mouvement. La résistance à la réalité est l'une des plus grandes causes de souffrance. Les gens s'accrochent à la façon dont ils pensent que les choses devraient être et négligent complètement comment elles sont réellement. Ce choc entre attente et réalité crée de l'usure, de l'anxiété, de la frustration et un sentiment constant que la vie échoue. Mais la vie ne faillit pas, la vie avance. Celui qui échoue est la volonté qui insiste pour forcer un chemin qui ne correspond plus. Les stoïciens avaient une vision claire. Vous n'êtes pas venu pour dominer l'univers, vous êtes venu pour vous aligner avec lui. Le destin n'est pas une imposition, c'est un flux. Lorsque vous vous alignez avec lui, votre énergie se multiplie. Lorsque vous vous opposez, elle se détruit. Aligner votre volonté signifie arrêter de lutter contre ce qui ne dépend pas de vous et mettre toute votre force dans ce qui dépend de vous. Vos actions, votre discipline, votre perception, votre attitude. Le reste appartient au tissu naturel du monde et vous ne pouvez pas le tordre avec le désir. Accepter le destin ne vous rend pas faible. Ça fait de vous quelqu'un d'intelligent. La personne faible insiste, force, manipule, presse, essaie de modeler le monde selon ses caprices et finit par s'épuiser.
La personne forte observe la direction de la vie et décide de l'utiliser comme élan. C'est comme utiliser le vent, pas lutter contre lui. Comme utiliser la marée pour avancer plus vite au lieu de se noyer en essayant de la freiner. Aligner votre volonté avec le destin signifie aussi interpréter correctement ce qui vous arrive. Quand quelque chose s'éloigne de votre vie, peut-être que ce n'était pas une partie du chemin. Quand quelque chose se complique trop, peut-être que ce n'est pas la bonne porte. Quand quelque chose coule avec cohérence, peut-être que c'est parce que vous vous déplacez dans la bonne direction. Le problème est que l'esprit veut toujours avoir raison, même si cela signifie aller contre lui-même. C'est pourquoi il insiste sur des chemins qui sont déjà morts, sur des relations qui sont déjà terminées, sur des opportunités qui ne correspondent plus. La clé est de savoir quand avancer, quand attendre et quand lâcher prise. Et vous ne pouvez y parvenir que lorsque votre volonté cesse d'opérer à partir de l'ego et commence à opérer à partir de la clarté. L'ego veut un contrôle total, la clarté veut de la cohérence. L'ego veut imposer, la clarté veut comprendre. L'ego veut que les choses soient comme il le dit. La clarté veut que les choses soient comme elles doivent être. Cette différence définit toute votre stabilité émotionnelle. Pratiquer cet alignement signifie vous poser des questions que nous ne nous posons pas habituellement. Demandez « Cela dépend-il de moi ou est-ce que je le force ?» Demandez « Cela coule-t-il ou est-ce que je le maintiens par peur ?» Demandez « Cela avance-t-il parce qu'il doit avancer ou parce que je suis obsédé par le fait de ne pas lâcher prise ?» Ces questions nettoient votre perception et révèlent si votre volonté travaille avec vous ou contre vous. Lorsque vous commencez à vivre à partir de cette perspective, votre paix augmente. Les choses cessent de se sentir comme une lutte sans fin. Vous devenez plus léger, plus sage dans le choix de vos batailles, et plus fort parce que votre volonté ne se perd plus à essayer de redresser ce qui est hors de votre contrôle. La vie devient plus ordonnée, parce que vous devenez plus ordonné à l'intérieur. 8. Construis ton domaine intérieur à travers la sérénité. L'intérieur humain ressemble à une ville pleine de rues étroites où chaque pensée est un piéton pressé. Quand cette ville mentale est désordonnée, les pensées se heurtent les unes aux autres, le bruit est constant, l'anxiété règne et tout événement extérieur provoque un chaos immédiat. Mais lorsque cette ville apprend à se déplacer avec sérénité, tout s'harmonise. Le trafic mental s'organise, les décisions coulent, la perception devient claire et tu reprends le contrôle de tes routes internes. La sérénité n'est pas l'absence de mouvement, c'est le mouvement intelligent. La plupart confondent la sérénité avec la passivité, alors qu'en réalité, c'est l'une des forces les plus actives et puissantes qu'une personne peut développer. La sérénité est la base du domaine intérieur parce qu'elle te permet d'opérer à partir de la clarté plutôt que de la confusion. Les personnes qui n'ont pas de sérénité réagissent à tout, s'épuisent rapidement, interprètent mal et deviennent victimes du bruit interne et externe. Les stoïciens savaient que la sérénité était la porte d'entrée vers le véritable pouvoir personnel. Sans sérénité, l'esprit est une tempête. Avec la sérénité, l'esprit est un océan profond et stable. La tempête détruit, l'océan soutient. Quand tu agis à partir de la tempête, tout te perturbe. Mais quand tu agis à partir de l'océan, rien ne te sort de ton centre. Cette différence définit qui domine sa vie et qui vit dominé par le chaos. Construire le domaine à travers la sérénité ne signifie pas ressentir la tranquillité tout le temps. Cela signifie que même si tu ressens de la pression, tu ne te brises pas de l'intérieur. Cela signifie que, même s'il y a un conflit, tu gardes une vision claire. Cela signifie que, même s'il y a de l'incertitude, tu ne réagis pas à partir de la peur, mais à partir d'une base mentale stable. La sérénité est une posture interne, une décision consciente, une discipline quotidienne. Pour construire la sérénité, tu as besoin de 2 compétences essentielles. Premièrement, réguler tes pensées. Toutes tes pensées ne sont pas vraies. Toutes tes pensées ne méritent pas d'attention.
Toutes tes pensées ne doivent pas se transformer en action. Quand tu comprends cela, ton esprit cesse d'être une arme pointée sur toi et commence à être un outil sous ton contrôle. Deuxièmement, réguler tes émotions. Il ne s'agit pas de les réprimer, mais de les diriger. L'émotion sans direction est du bruit. L'émotion dirigée est de l'énergie. Une autre partie de la sérénité est la distance interne, cette capacité à regarder les événements d'un pas en arrière sans y plonger automatiquement. La distance n'est pas de la froideur, c'est de l'intelligence émotionnelle. Elle te permet de voir la situation complète, pas seulement la partie que ton impulsion veut mettre en évidence. Elle te permet de répondre avec précision, pas avec intensité. Quand tu as une distance interne, l'émotion ne te gouverne plus. Une pratique puissante pour construire la sérénité est de te demander constamment « Cela mérite-t-il mon énergie ?» Beaucoup de choses t'affectent parce que tu leur donnes plus de poids qu'elles n'en ont. Lorsque tu apprends à sélectionner ce qui mérite vraiment ton attention, ton intérieur devient propre, léger et ferme. La sérénité naît de cette sélection consciente. Le désordre naît de se donner à tout sans filtre. Avec le temps, tu te rendras compte que la sérénité ne change pas seulement ton intérieur, elle change tout autour. Elle change la façon dont les gens te traitent, elle change la façon dont tu gères les conflits, elle change la façon dont tu prends des décisions, et elle change la façon dont tu avances dans la vie. Tu deviens plus stable, plus difficile à déséquilibrer et plus conscient du pouvoir que tu as lorsque tu gardes ton centre intact. La sérénité te rend quelqu'un qui ne se perd pas facilement dans les provocations, les drames ou les pressions externes. Le langage que tu utilises tous les jours te façonne, te renforce ou te détruit sans que tu t'en rendes compte. Les mots que tu choisis sont comme le tranchant d'un couteau. Ils peuvent couper ce qui te gêne ou peuvent ouvrir des blessures qui mettent des années à guérir. Aussi simple, aussi direct. Les personnes fortes ne le sont pas par hasard. Elles ont un intérieur ordonné, un esprit entraîné et un langage discipliné. Elles parlent clairement, agissent avec intention et utilisent des mots qui soutiennent leur identité, pas qui la diluent. L'énergie qu'elles projettent ne vient pas du bruit, mais de la cohérence interne qu'elles ont construite, mot par mot. Le problème est que la plupart des gens répètent constamment des phrases qui les enchaînent. Je ne peux pas, j'ai peur, je ne suis pas assez. Elles semblent petites, mais elles perforent l'esprit jusqu'à le transformer en un lieu fragile. Le stoïcisme l'a clairement établi depuis des siècles. La manière dont tu te parles à toi-même révèle si tu es en train de créer ton caractère ou de le détruire en silence. Cette vidéo va droit au but. Je veux que tu comprennes comment 11 mots, sérénité, gratitude, discipline, force, humilité, silence, compassion, présence, acceptation, détermination et authenticité, peuvent changer la façon dont tu te comportes, penses et affrontes la vie. Ce ne sont pas de belles idées. Ce sont des outils pratiques pour te transformer de l'intérieur vers l'extérieur. Si tu les entraînes, si tu les utilises, si tu les transformes en ta façon naturelle de parler et d'agir, ton caractère devient plus solide, ton esprit plus stable et ta présence plus puissante. Non pas pour attirer les applaudissements, mais pour devenir quelqu'un qui se soutient lui-même, quelqu'un qui inspire sans le chercher, quelqu'un qui se déplace avec une force qui n'a pas besoin d'explication. À partir de maintenant, chaque mot sera une leçon. Et chaque leçon, une pratique qui peut changer ta vie si tu décides de l'appliquer avec discipline. Allons directement à l'essentiel. Transformer ton langage pour transformer qui tu es. 1. Parle depuis la sérénité. L'esprit humain est comme un verre plein d'eau. Quand quelqu'un le secoue, l'eau s'agite, se trouble et cesse de refléter. Mais il suffit de laisser le verre tranquille quelques secondes pour que tout se remette en ordre et que ce qui était sombre s'éclaircisse. C'est ainsi que fonctionne la sérénité. Ce n'est pas l'absence de mouvement, c'est la capacité de revenir au centre quand quelque chose tente de t'éloigner de lui. Parler depuis la sérénité n'est pas rester silencieux ni éviter les conflits, c'est choisir de ne pas te perdre toi-même pendant que se passe ce qui se passe. Dans un monde où tout le monde réagit à la vitesse d'une impulsion,
où n'importe qui élève la voix, répond sans réfléchir ou se défend avant de comprendre, la personne sereine se distingue sans faire de bruit. Non pas parce qu'elle est meilleure, mais parce qu'elle se gouverne. Celui qui maîtrise son ton, maîtrise la situation. Celui qui contrôle ses mots, contrôle son énergie. Dire quelque chose depuis le calme a plus d'impact que de crier depuis le désespoir. La sérénité est un pouvoir silencieux qui n'a pas besoin de s'expliquer parce qu'il se ressent. Quand tu parles depuis la sérénité, tu ne te rabaisses pas au niveau émotionnel des autres, tu n'es pas emporté par la provocation, tu n'es pas consumé par la hâte de répondre, tu ne te perds pas à te justifier. Tu observes, tu réfléchis et ensuite tu choisis quoi dire. C'est ce qui fait que ta présence a du poids. Les gens font confiance à celui qui garde la tête froide parce qu'il transmet la stabilité. Et dans un monde où tout le monde est au bord de l'effondrement, la stabilité devient magnétique. Le stoïcisme l'a mieux compris que quiconque. Marc Aurèle disait que les émotions des autres ne doivent pas automatiquement devenir tes émotions. Si quelqu'un crie, tu n'as pas à crier. Si quelqu'un perd le contrôle, tu n'as pas à le perdre. Si quelqu'un tente de te provoquer, tu n'as pas à réagir. Ton esprit est à toi et se protège avec sérénité. La sérénité ne te rend pas faible, elle te rend stratégique. Elle te permet de voir ce que l'impulsion cache et d'agir avec précision plutôt qu'avec maladresse émotionnelle. Parler depuis la sérénité signifie aussi ne pas te prêter à des guerres inutiles. Tous les commentaires ne méritent pas de réponse. Toute provocation ne mérite pas ton énergie. Toute opinion ne mérite pas ta défense. La sérénité t'apprend à économiser ta force pour les bonnes batailles au lieu de t'épuiser en futilité. Quand tu choisis tes mots, tu choisis tes combats. Et celui qui choisit bien gagne plus souvent. Ce principe n'est pas une théorie, c'est une pratique quotidienne. Avant de parler, respire une fois de plus. Avant d'envoyer un message que tu as écrit en colère, relis-le quand tu es calme. Avant de répondre à quelqu'un qui tente de te manipuler, demande-toi ce que tu gagnes à réagir. Avant de trop t'expliquer, demande-toi si c'est nécessaire. Lorsque tu entraînes cette habitude, ton langage devient ferme, ta voix devient plus claire et ta présence plus forte. Parce que la sérénité est une détermination sans cri, une autorité sans violence et un respect sans imposition. La sérénité te rend magnétique parce qu'elle transmet quelque chose qui manque. Les gens se sentent en sécurité près de quelqu'un qui ne se brise pas sous la pression. Ils se sentent écoutés, valorisés et respectés. Et toi, sans le dire, tu transmets un message puissant. Je me gouverne. Je décide comment je réagis. Je suis le maître de mon espace mental. Parler depuis la sérénité est la base pour devenir quelqu'un de fort à l'intérieur et d'admirable à l'extérieur. Alors, à partir d'aujourd'hui, quand tu ouvres la bouche, que ce soit depuis le calme, que tes mots ne naissent pas de l'impulsion, mais de la clarté. Parce que lorsque ton langage est serein, toute ta vie commence à s'organiser. 2. Vis avec gratitude. La gratitude fonctionne comme le soleil de l'aube. Peu importe combien la nuit a été sombre, dès que cette première ligne de lumière apparaît, tout reprend forme. La gratitude fait exactement cela avec l'esprit. Elle éclaire ce que tu pensais avoir perdu et ordonne ce que tu croyais chaotique. Ce n'est pas un sentiment doux, ni une jolie phrase à répéter sur les réseaux sociaux. C'est une discipline qui transforme ta vision du monde de manière brutale et précise. Celui qui vit avec gratitude ne vit pas distrait en cherchant des problèmes. Il vit attentif en trouvant des raisons d'avancer. Et cette différence se remarque. La personne qui pratique la gratitude ne se rend pas à la première difficulté, car elle sait reconnaître ce qu'elle a appris, ce qu'elle a surmonté et ce qu'elle construit chaque jour. La gratitude ne te rend pas naïf, elle te rend fort, car elle t'oblige à voir la réalité complète, pas seulement la partie qui fait mal. La plupart des gens se concentrent sur ce qui manque. Il manque de l'argent, il manque du temps, il manque de l'attention. Il manque de la reconnaissance. Cette approche épuise, affaiblit et nourrit la frustration constante. La gratitude brise ce schéma car elle t'oblige à arrêter ton esprit et à regarder ce qui est déjà entre tes mains.
La discipline de la gratitude entraîne le cerveau à reconnaître des réussites invisibles, des progrès minimes et des opportunités que tu ignorais auparavant. Et en voyant plus, tu penses mieux. Et en pensant mieux, tu décides mieux. Le stoïcisme l'a toujours dit. Tu n'es pas riche parce que tu accumules, mais parce que tu peux apprécier. Sénèque écrivait que la personne ingrate vit comme si tout lui était arraché, tandis que la personne reconnaissante vit comme si tout était un gain. Cette mentalité change ta façon d'agir, car celui qui apprécie ce qu'il a construit à partir de l'abondance interne, pas de la pénurie. Et les gens remarquent la différence. La présence de quelqu'un de reconnaissant est légère, stable et attirante, car elle ne porte pas de ressentiment ni de victimisation. Vivre avec gratitude renforce également ton esprit face à l'adversité. Quand quelque chose va mal, la gratitude t'oblige à te demander quelle partie de cette expérience t'enseigne quelque chose. Cela ne signifie pas romantiser la douleur ni justifier les injustices. Cela signifie trouver l'angle qui t'aide à grandir au lieu de rester coincé dans ce que tu ne peux pas changer. La gratitude transforme chaque chute en une leçon pratique, chaque échec en une carte et chaque erreur en un avertissement utile. Et cela, dans la vie réelle, vaut plus que n'importe quelle motivation momentanée. Pratiquer la gratitude n'est pas écrire des listes interminables, c'est maintenir une attitude claire. Remercier les personnes qui sont restées et celles qui sont parties, car toutes enseignent. Remercier les bons jours et les jours lourds, car tous forment le caractère. Remercier ce que tu as perdu et ce que tu as gagné, car les deux expériences t'ont placé là où tu es aujourd'hui. Ce type de gratitude te rend ton pouvoir, car il cesse de dépendre de ce que les autres font ou disent. Dans la vie quotidienne, la gratitude se pratique dans des détails spécifiques. Te lever et reconnaître que tu as un corps capable d'avancer. Remercier l'effort que tu as fait hier, même s'il n'était pas parfait. Voir les personnes qui t'accompagnent sans les prendre pour acquises. Remarquer les petits progrès que tu ignorais auparavant. Apprécier ta propre tentative au lieu de te punir pour ne pas être parfait. Cela, répété chaque jour, change ton énergie et ton langage. La gratitude te rend magnétique car les gens sentent quand quelqu'un est capable de voir le bon sans nier la réalité. Cette combinaison est rare et puissante. Celui qui vit avec gratitude ne dépend pas du bruit externe pour se sentir complet. Il marche plus léger, parle plus clairement et agit avec plus d'intention. Et cette présence est contagieuse. À partir d'aujourd'hui, décide de remercier avec conscience. 3. Forge une discipline quotidienne. La discipline ressemble à une corde qui se tend fibre par fibre. Au début, elle semble fragile, peu fiable, faible. Mais chaque jour que tu l'entraînes, chaque action que tu répètes même si tu n'as pas envie, chaque décision que tu maintiens même quand personne ne te voit, ajoute plus de force à cette corde jusqu'à ce qu'avec le temps, elle devienne indestructible. C'est ainsi que se construit le caractère, non pas avec de grands discours ou des explosions de motivation, mais avec de petites habitudes soutenues, avec détermination. La plupart des gens vivent en attendant d'avoir envie, cherchant de l'inspiration, attendant le moment parfait pour commencer. Cette mentalité ne fait qu'affaiblir. La discipline quotidienne ne dépend pas des émotions passagères, elle dépend de décisions fermes. Celui qui se gouverne lui-même cesse d'être l'esclave de la paresse, de l'impulsion, de la peur et du doute. Et le plus intéressant, c'est que lorsque tu vis avec discipline, ton langage change parce que ton identité change. Tu ne dis pas « je vais essayer », tu dis « je vais le faire ». Tu ne dis pas « quand je pourrai », tu dis « maintenant ». Les mots deviennent des outils d'action. Le stoïcisme l'a toujours clairement enseigné. Épictète répétait que la vraie liberté naît de la discipline. Sans discipline, n'importe quelle émotion t'emporte. Sans discipline, n'importe quelle excuse te freine. Sans discipline, n'importe quelle distraction te vole de l'énergie. La discipline quotidienne est la frontière entre être quelqu'un qui désire beaucoup et quelqu'un qui réalise beaucoup. Et cette frontière est franchie chaque jour dans ce que tu décides de faire ou d'ignorer.
Forger la discipline commence par identifier ce que tu sais qui te construit et le faire même quand tu n'as pas envie. Faire de l'exercice même si tu es fatigué, remplir tes obligations même si tu es démotivé, ranger ton espace même si tu n'en as pas envie, travailler sur tes objectifs même si personne ne te félicite, dire non à ce qui t'affaiblit même si cela te tente. La discipline se renforce chaque fois que tu choisis ce qui est juste sur ce qui est confortable. Mais voici le détail que peu comprennent. La discipline quotidienne n'a pas besoin d'être parfaite, elle doit être constante. Les stoïciens ne cherchaient pas des héros, ils cherchaient de la consistance. Il ne s'agit pas de tout faire bien, mais de ne pas abandonner. Et quand tu n'abandonnes pas, l'esprit commence à te faire confiance. Ton dialogue interne devient plus ferme parce que tu sais que tu vas accomplir ce que tu dis. Ta parole retrouve de la valeur. Ton estime de soi se renforce parce que tu deviens quelqu'un de fiable pour toi-même. Dans la vie quotidienne, la discipline se pratique dans des décisions simples. Te lever à l'heure que tu as dite. Ne pas remettre à plus tard ce que tu sais que tu dois faire. Terminer ce que tu commences. Tenir tes promesses, surtout celles que tu te fais à toi-même. Garder ton espace rangé. Prendre soin de ton corps. Entraîner ton esprit. Protéger ton temps. Cela, répété jour après jour, transforme ton identité de fond en comble. La discipline quotidienne te rend aussi magnétique. Les gens respectent celui qui fait ce qu'il dit, celui qui tient sa parole, celui qui n'a pas besoin de se vanter de son effort parce que ses résultats parlent d'eux-mêmes. Cette cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais est si rare aujourd'hui qu'elle devient une caractéristique puissante. Les gens sont attirés par ceux qui maintiennent un contrôle interne, par ceux qui se gouvernent sans bruit et avancent sans s'arrêter. Forger la discipline te protège aussi de l'auto-sabotage. Quand tu entraînes la constance, l'esprit cesse de croire en des excuses faibles. Tu arrêtes de tomber dans le piège du « je commence demain ». Tu arrêtes de te permettre des reculs inutiles. Tu deviens quelqu'un qui agit, quelqu'un qui ne négocie pas avec la paresse, quelqu'un qui prend sa vie au sérieux. À partir d'aujourd'hui, décide que chaque action sera une fibre de plus dans cette corde qui te soutient. 4. Maintiens ta force intérieure. La force intérieure fonctionne comme la fondation cachée d'un bâtiment. De l'extérieur, les gens ne voient que la structure, les murs, les fenêtres et le design. Mais ce qui soutient vraiment tout est sous terre, invisible, silencieux, résistant. Lorsque cette fondation est faible, le moindre tremblement fait s'effondrer la construction. Lorsqu'elle est solide, la tempête la plus violente peine à la faire bouger. Ta force intérieure est cette fondation. C'est la base silencieuse qui définit jusqu'où tu peux grandir sans te briser. Le problème est que la plupart des gens construisent leur vie sur des sols fragiles. Ils comptent sur l'approbation externe, sur la présence constante de certaines personnes, sur la validation d'autrui, sur des attentes irréalistes et sur des promesses qui ne dépendent pas d'eux. Et lorsque ces bases échouent, tout s'effondre. La force intérieure t'oblige à construire sur toi-même. Elle te redonne le contrôle, te recentre et te rappelle que la seule chose sur laquelle tu as un contrôle total est ta propre attitude. Le stoïcisme a été clair à ce sujet. Marc Aurèle répétait qu'aucun coup extérieur ne peut te détruire si ton intérieur est en ordre. Les pertes font mal, les déceptions pèsent, les trahisons blessent, mais aucune d'entre elles n'a le droit de te briser si ton centre reste ferme. La force intérieure ne te transforme pas en pierre, elle fait de toi quelqu'un qui ne se brise pas sous la pression. Elle te permet de ressentir sans te noyer, de penser sans t'effondrer, d'agir sans être paralysé. Maintenir la force intérieure signifie cesser de réagir à partir de la blessure et commencer à répondre à partir de la conscience. Lorsque quelque chose t'affecte, tu ne te lances pas dans le drame, ni ne te noies dans le chaos émotionnel. Tu respires, tu t'observes, tu t'organises. Cette capacité ne vient pas de la froideur. Elle vient de l'entraînement mental. Chaque fois que tu choisis de ne pas te victimiser, tu renforces ton intérieur. Chaque fois que tu choisis de ne pas exploser, même si tu as des raisons, tu le renforces également.
Chaque fois que tu choisis de ne pas laisser les autres contrôler ton état mental, tu le renforces encore plus. Et voici la partie la plus puissante. La force intérieure te rend imprévisible pour ceux qui vivent du conflit. Les personnes qui cherchent à te manipuler, à te provoquer ou à te faire réagir perdent leur pouvoir sur toi lorsqu'ils découvrent qu'ils ne peuvent pas ébranler tes fondations. Tu ne te troubles pas, tu ne te laisses pas entraîner, tu ne t'effondres pas. Tu maintiens ton centre et cela inspire le respect, même s'ils ne le disent pas. La force intérieure ne crie pas, elle impose. Dans la vie quotidienne, elle se pratique ainsi. Ne prends pas tout comme une attaque, ne réagis pas impulsivement, ne donne pas ta paix à n'importe qui. Ne laisse pas une mauvaise journée détruire toute ta semaine. N'accepte pas que la voix de la peur soit celle qui décide pour toi. Tes pensées ont besoin de direction, ton énergie a besoin de surveillance et ton calme a besoin de protection. Ces petites actions soutiennent ta fondation chaque jour. Les personnes fortes à l'intérieur ne se brisent pas pour n'importe quoi parce qu'elles ont déjà appris à se soutenir. Elles comprennent qu'elles ne peuvent pas contrôler les autres, mais elles peuvent contrôler comment elles traitent ce qui se passe. Elles choisissent la clarté plutôt que le désespoir. Elles choisissent la fermeté plutôt que la réactivité. Elles choisissent la maîtrise de soi plutôt que la vulnérabilité émotionnelle gratuite. Et cette attitude se remarque dans leur façon de parler, de marcher, de prendre des décisions et de faire face aux difficultés. Maintenir la force intérieure te rend également magnétique. Les gens sont attirés par ceux qui dégagent de la stabilité. Personne ne veut être près de quelqu'un qui explose pour tout, qui s'effondre pour un rien ou qui vit dans le désordre émotionnel. La force intérieure inspire confiance parce qu'elle représente quelque chose qui manque aujourd'hui, le contrôle et la maturité. 5. Marche avec humilité. L'humilité fonctionne comme le poids qui stabilise un pendule. Sans ce poids, n'importe quel vent le secoue, n'importe quel mouvement le déstabilise, n'importe quel élan le dévie. Mais lorsqu'il porte le poids suffisant, le pendule reste ferme, équilibré et sous contrôle. L'humilité est exactement ce poids dans l'esprit humain. Elle ne te coule pas, ne te rend pas petit, ne t'affaiblit pas. Elle te centre, elle te donne l'équilibre. Elle te maintient dans une position où aucune illusion de l'ego ne peut t'entraîner vers le ridicule. Beaucoup confondent l'humilité avec la soumission, mais ce sont des concepts totalement différents. La soumission te fait te taire par peur. L'humilité te fait te taire par sagesse. La soumission te fait permettre des abus. L'humilité te fait comprendre quand il est nécessaire de te retirer pour ne pas gaspiller d'énergie. L'humilité ne te retire pas de pouvoir. Elle te libère du besoin infantile de le démontrer. Le monde est plein de personnes qui ont besoin d'être vues, applaudies, reconnues, validées. Des personnes qui marchent gonflées mais sans poids intérieur. C'est pourquoi elles tombent si vite. Dès que la vie leur donne un coup, l'ego se brise parce qu'il était fragile. L'humilité, en revanche, te construit de l'intérieur vers l'extérieur. Elle te permet d'avancer sans concourir, de progresser sans te vanter et de grandir sans avoir besoin que les autres te regardent. L'humilité te rend inébranlable parce qu'il n'y a rien à protéger, rien à cacher et rien à prouver. Le stoïcisme l'a toujours rendu clair. Épictète disait que le véritable sage parle peu de lui-même, parce que ses actions le représentent déjà. L'humilité renforce ta discipline, ordonne tes priorités et garde ta vision claire. Quand tu marches avec humilité, tu apprends de celui qui sait plus et aussi de celui qui sait moins, parce que ta valeur ne dépend pas de la comparaison. La personne humble observe, écoute, analyse, corrige et avance. Elle ne perd pas de temps dans des batailles inutiles pour défendre une image fictive. Marcher avec humilité implique également de reconnaître tes limites sans avoir honte d'elles. Tout le monde échoue, tout le monde se trompe, tout le monde tombe dans des moments de faiblesse. La différence réside dans ceux qui admettent leurs erreurs pour les corriger et ceux qui les cachent pour protéger leur orgueil. L'humilité te permet de voir tes défauts sans te détruire et de voir tes forces sans te grandir. Cet équilibre te rend mentalement stable, émotionnellement mature et spirituellement fort.
Dans la vie quotidienne, l'humilité se pratique de manière simple. Admettre que tu ne sais pas tout et demander de l'aide quand c'est nécessaire. Reconnaître une erreur sans la justifier. Féliciter quelqu'un sans sentir que tu perds quelque chose. Écouter sans penser à ce que tu répondras. Éviter les conversations où le but est de se vanter. Travailler en silence et laisser les résultats parler. Ne pas concourir avec quelqu'un qui n'est pas ta version précédente. Ces petites actions renforcent ton caractère plus que n'importe quelle phrase motivante. L'humilité te rend également magnétique. Les gens se sentent à l'aise près de quelqu'un qui ne cherche pas à attirer l'attention, qui n'a pas besoin de s'imposer, qui ne se vante pas de ses réalisations et qui n'est pas obsédé par l'idée de paraître parfait. La présence humble inspire confiance parce qu'elle ne menace pas, ne juge pas, ne humilie pas. C'est une présence ferme, mature, équilibrée. Une présence qui n'a pas besoin d'exagérer pour se sentir valide. Un autre point clé est que l'humilité accélère la croissance. Lorsque tu n'es pas occupé à défendre ton ego, tu as de l'espace pour apprendre davantage, améliorer davantage et avancer davantage. Tu vois des opportunités que d'autres perdent parce qu'ils croient qu'ils savent déjà tout. Tu écoutes des conseils que d'autres rejettent parce qu'ils croient qu'ils n'en ont pas besoin. 6. Honore le silence. Le silence fonctionne comme l'ombre d'un arbre par une journée de chaleur extrême, tandis que la plupart courent désespérément à la recherche d'un endroit où se réfugier du bruit extérieur et du bruit intérieur. Celui qui connaît la valeur du silence se contente de se reposer sous cette ombre, retrouve de la clarté et se relève avec plus de force. Le silence n'est pas l'absence de son, c'est la présence de conscience. C'est l'espace où l'esprit s'ordonne et où le caractère s'aiguise. Le monde moderne est rempli de voix qui exigent ton attention. Opinion, critique, provocation, impulsion, comparaison. Tout te pousse à réagir sans réfléchir. Et la majorité tombe dans ce piège parce qu'elle craint le silence, craint d'affronter ce qu'elle porte en elle, craint d'entendre sa propre vérité. Honorer le silence te distingue, car cela fait de toi quelqu'un qui n'a pas besoin de bruit pour se sentir vivant, ni d'approbation pour se sentir valable. Le stoïcisme comprenait parfaitement ce pouvoir. Marc Aurèle écrivait chaque soir dans le silence parce qu'il savait que parler moins et observer davantage renforçait son caractère. Le silence est une arme, mais seulement entre les mains de ceux qui savent l'utiliser. Il ne s'agit pas de se taire par faiblesse, mais de choisir de ne pas gaspiller son énergie dans des discussions inutiles, des provocations bon marché ou des conversations sans but. Le silence t'offre un avantage, car tandis que les autres dépensent leur force dans des paroles impulsives, toi tu conserves la tienne pour des décisions qui comptent. Honorer le silence signifie aussi dominer ton impulsion de répondre immédiatement. Les gens réagissent parce qu'ils ne supportent pas l'inconfort de la pause. Mais celui qui prend quelques secondes pour réfléchir avant de parler démontre du contrôle, de l'intelligence émotionnelle et une force intérieure. Le silence stratégique désarme les attitudes agressives, démasque les manipulations et te permet de voir l'intention derrière les mots des autres. Lorsque tu réponds avec cette clarté, tu te trompes rarement. Dans la vie quotidienne, le silence se pratique à des moments précis. Avant de répondre à un message qui t'a irrité, garde le silence quelques minutes. Avant d'entrer dans une dispute qui ne mène nulle part, garde le silence et éloigne-toi. Avant de te justifier auprès de quelqu'un qui ne veut pas te comprendre, garde le silence et protège ta paix. Et avant de parler impulsivement dans une situation chargée d'émotions, garde le silence pour que ton esprit décide et non ton ego. Le silence te rend aussi plus observateur. Quand tu parles moins, tu remarques davantage. Tu remarques l'intention derrière un regard, l'incohérence derrière une phrase, la vulnérabilité derrière l'arrogance et la manipulation derrière une gentillesse excessive. Le silence aiguise ton intuition parce qu'il t'oblige à écouter ce que les autres ne disent pas et à comprendre ce que leurs actions révèlent. Cette capacité de lecture fait de toi quelqu'un de difficile à tromper et très difficile à manipuler. Un autre avantage profond
est que le silence renforce ta présence. Les personnes qui parlent tout le temps perdent de leur impact parce que leur voix se dilue. Mais celui qui parle seulement quand c'est nécessaire inspire un respect immédiat. Chaque mot a du poids, chaque phrase semble intentionnelle, chaque opinion paraît plus mûre. Les gens prêtent attention à celui qui sait se taire, car le silence transmet de l'assurance. Ne pas se précipiter pour combler le vide démontre une maîtrise intérieure. Honorer le silence ne signifie pas non plus se déconnecter du monde, mais écouter ton monde intérieur. Les meilleures décisions naissent dans le silence, car il n'y a ni pression, ni bruit, ni influence extérieure. Juste toi, ta conscience et ta vérité. Lorsque tu apprends à rester avec toi-même sans fuir, tu te connais, tu t'ordonnes et tu te fortifies. 7. Pratiquer la présence totale. La présence totale fonctionne comme la mise au point d'un appareil photo professionnel. Lorsque l'objectif est bien réglé, chaque détail apparaît net, chaque couleur devient plus intense et tout ce qui semblait auparavant confus s'organise. Mais lorsque l'appareil photo est flou, rien n'a d'importance, tout est déformé et le message est perdu. La vie fonctionne de la même manière. Si vous n'êtes pas présent, vous perdez en clarté, vous manquez des opportunités et vous perdez en force intérieure. Pratiquer la présence totale signifie vivre concentré, pleinement conscient, sans laisser l'esprit se déplacer vers des scénarios imaginaires qui vous volent de l'énergie. La plupart des gens sont pris au piège entre deux prisons, le passé qu'ils ne peuvent pas changer et l'avenir qui n'existe pas encore. Très peu de personnes sont vraiment ici, au seul endroit où la vie se passe. La présence totale vous oblige à revenir à ce moment, à l'habiter, à le ressentir et à agir à partir de lui. Pas à partir de ce que vous craignez, pas à partir de ce que vous désirez, pas à partir de ce dont vous vous souvenez, mais à partir de ce qui est. Et ce niveau de concentration vous rend puissant parce qu'il vous permet de prendre des décisions claires, d'agir avec fermeté et de voir clairement ce que les autres négligent. Le stoïcisme défendait ce principe comme un pilier fondamental. Marc Aurèle le répétait encore et encore. Occupez-vous de ce qui est devant vous, pas de ce que l'esprit invente. Lorsque l'esprit se disperse, il vous affaiblit. Lorsqu'il se concentre, il vous arme. Pratiquer la présence totale est un moyen de revenir à votre axe, de reprendre le contrôle et de faire taire le bruit interne qui sabote votre clarté. Être présent ne signifie pas bloquer vos émotions ou éviter vos pensées. Cela signifie les observer sans vous perdre en elles. L'esprit va toujours essayer de vous entraîner vers ce qui fait mal ou ce que vous désirez, mais votre travail est de maintenir la concentration sur ce qui se passe réellement. La présence totale est une discipline mentale. C'est la capacité de soutenir votre attention comme si c'était un muscle. Plus vous l'entraînez, plus elle devient forte. Dans la vie quotidienne, la présence se pratique dans des actions très simples. Lorsque vous parlez à quelqu'un, écoutez vraiment. Ne pensez pas à la façon dont vous allez répondre ou à ce que vous allez dire ensuite. Écoutez simplement. Lorsque vous travaillez sur quelque chose, travaillez sur cela et rien d'autre. Évitez d'ouvrir 10 fenêtres, évitez la multitâche qui fragmente votre esprit et détruit votre énergie. Lorsque vous mangez, concentrez-vous sur la nourriture. Lorsque vous vous entraînez, concentrez-vous sur l'entraînement. Lorsque vous vous reposez, reposez-vous sans culpabilité. Ce type de concentration vous donne le contrôle sur votre énergie et vous rend plus efficace. La présence totale vous rend également émotionnellement plus fort. Les émotions deviennent insupportables lorsque vous les alimentez avec des histoires mentales qui n'existent pas. Vous êtes triste à cause de quelque chose du passé et l'esprit commence à inventer plus de souvenirs pour intensifier la douleur. Vous êtes inquiet pour l'avenir et l'esprit invente des tragédies qui ne se produiront jamais. Mais lorsque vous êtes présent, l'émotion se réduit à ce qu'elle est réellement, une sensation qui monte et descend, rien de plus. La présence désarme les peurs imaginaires et vous centre sur le réel. De plus, pratiquer la présence vous rend quelqu'un de magnétique. La plupart des gens vivent déconnectés, dispersés,
absents, regardant plus d'écran que de visage, pensant plus qu'ils ne vivent. C'est pourquoi, lorsqu'une personne complètement présente apparaît, cela se remarque. Elle transmet le calme, elle transmet la sécurité, elle transmet la clarté. Son regard est ferme parce qu'il n'est pas pris ailleurs. Sa voix est plus stable parce qu'elle ne parle pas depuis un esprit accéléré. Son énergie est plus forte parce qu'elle ne la gaspille pas en pensées inutiles. 8. Sois toujours authentique. L'authenticité fonctionne comme le pouls d'un cœur. Tu peux essayer de l'ignorer. Tu peux essayer de changer le rythme pour correspondre à ce que les autres attendent. Mais tôt ou tard, elle revient à son état naturel et te rappelle qui tu es vraiment. Faire semblant épuise, imiter use, te cacher, te brise de l'intérieur. L'authenticité, en revanche, te libère parce qu'elle t'oblige à enlever les masques et à ne porter que ta vérité, pas celle des autres. La plupart des gens sont pris au piège dans des identités empruntées. Ils agissent selon ce que les autres veulent voir. Ils parlent comme ils pensent qu'ils doivent parler pour s'intégrer. Ils taisent ce qu'ils pensent vraiment pour éviter le rejet et ils se conforment à une norme qui ne leur appartient même pas. Cette vie n'est pas seulement fausse, elle est aussi lourde. L'authenticité coupe ce poids et te rend ta véritable forme, celle qui te permet de marcher sans craindre de perdre l'approbation. Le stoïcisme le savait bien. Épictète insistait sur le fait que rien ne détruit plus l'être humain que de vivre une vie qui n'est pas la sienne. Faire semblant est une trahison interne. Et chaque trahison interne affaiblit ton caractère, te rend plus insécurisé, plus dépendant du jugement externe et plus éloigné de ton propre but. Être authentique, ce n'est pas être impulsif, ni dire tout sans filtre. C'est agir à partir de ton centre, de tes valeurs et de ton essence, même si cela ne plaît pas à tout le monde. L'authenticité est aussi un acte de courage. Être toi-même dans un monde qui exige que tu sois une copie est une rébellion. Choisir ton propre chemin quand tout le monde suit le même modèle nécessite de la force. Rester ferme quand les autres jugent ou se moquent nécessite du courage. Mais ce courage est ce qui te construit. Parce que chaque fois que tu te choisis toi-même, ton identité se renforce, ton esprit s'ordonne et ta présence devient plus puissante. Être authentique implique aussi de te connaître. Tu ne peux pas vivre selon ta vérité si tu ne sais pas qui tu es. Et la connaissance de soi ne vient pas par accident. Elle survient lorsque tu t'arrêtes, lorsque tu remets en question tes croyances, lorsque tu te demandes pourquoi tu fais ce que tu fais, ce que tu désires vraiment, ce qui t'importe et ce que tu n'es pas prêt à sacrifier. Cette clarté fait de toi quelqu'un de solide, quelqu'un qui ne se plie pas au vent du jugement d'autrui. Dans la vie quotidienne, l'authenticité se pratique dans des gestes simples. Dire non quand tu ne veux pas quelque chose sans trop te justifier. Accepter ce que tu aimes sans en avoir honte. Montrer ton vrai caractère même si certains ne le comprennent pas. Défendre tes valeurs même si cela dérange les autres. Choisir des amis qui te permettent d'être toi, pas des versions éditées de toi. Être cohérent entre ce que tu dis en public et ce que tu penses en silence. L'authenticité te rend aussi magnétique. Les gens ressentent quand quelqu'un est réel. Ils ressentent quand il n'y a pas de double intention, quand il n'y a pas de masque, quand ce que tu dis correspond à ce que tu fais, et ce que tu fais correspond à ce que tu es. Cette cohérence est rare et profondément attirante, car elle transmet confiance, sécurité et maturité. L'authenticité crée une énergie propre, forte et impossible à imiter. Un autre point clé est que l'authenticité te protège de l'épuisement émotionnel. Faire semblant fatigue, vivre pour plaire épuise, te conformer à des normes étrangères te brise, mais être toi-même te soulage. Cela te permet de bouger librement, de parler sans peur, de décider fermement et de marcher sans le poids des opinions extérieures. La vie devient plus simple quand tu n'agis pas pour t'intégrer, mais pour vivre ton propre chemin. À partir d'aujourd'hui, décide d'être toujours authentique, non pas par rébellion, mais par intégrité. Non pas pour attirer l'attention, mais pour te rendre hommage. Non pas pour gagner des applaudissements, mais pour ne pas te perdre toi-même. L'authenticité est ton encre.
ta boussole et ta force. Danke, dass du bis zum Ende des Videos geblieben bist. Wenn du alles gesehen hast, kommentiere, ich bin stoisch, als unser geheimes Zeichen, um zu wissen, dass du ein wahrer Schüler des Stoizismus bist. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und das Video zu liken, wenn es dir gefallen hat. Wir sehen uns im nächsten Video und denke daran, kultiviere weiterhin deinen stoischen Geist.